Histoire 1 Dylan. En 2021, j'étais étudiant de première année au Queens College à New York. Je suis originaire de Chicago et je ne suis rentré chez moi que pendant les pauses d'une semaine. Maintenant, je suis un senior, prêt à obtenir mon diplôme ce printemps avec un diplôme en études cinématographiques, mais ce qui s'est passé au cours de ma première année me hante encore. La journée d'orientation m'avait sur le bord. J'étais nerveux, je ne sais pas si je m'intégrerais ou que je me ferais des amis. Mais à la fin de la journée, j'avais rencontré un groupe de camarades de classe qui semblait cool et nous avons naturellement formé un petit groupe d'amis. Les choses s'amélioraient. C'est là que j'ai rencontré Dylan. À partir du moment où je l'ai vu, je savais que quelque chose était éteint. Il était maladroit, essayant trop dur pour être drôle, disant toujours les choses les plus aléatoires et les plus criantes dont personne n'a ri. Au début, j'ai pensé qu'il n'était qu'un nerd de film socialement maladroit. Mais au fil du temps, j'ai réalisé qu'il y avait quelque chose de profondément mal avec lui. Dylan n'était pas seulement bizarre, il était troublant. Des semaines se sont écoulées et Dylan est devenu de plus en plus ennuyeux. Il se transformait constamment dans les conversations, abordait des sujets sans rapport avec lesquels il se souciait et avait cette façon de mettre tout le monde mal à l'aise. Mais nous l'avons toléré. Après tout, nous commencions à l'université. Personne ne voulait être le seul à pousser quelqu'un. Ensuite, les choses sont devenues plus sombres. Une nuit, je dînais à la cafétéria avec quelques amis, Alex, Eric et Mary-Kate. Nous étions à propos de Dylan, riant de la bizarre qu'il était bizarre, lorsque Mary-Kate a dit quelque chose qui a envoyé des frissons dans ma colonne vertébrale. « Vous savez qu'il a suivi les filles dans leur dortoir, non ?» J'ai gelé. « Attends, quoi ?»« Ouais, un tas de gens en ont parlé. Ils pensent qu'il est dangereux. » Mon estomac est tombé. Je voulais croire que ce n'était qu'une rumeur, mais quelque chose à propos de Dylan s'était toujours senti. Et les choses allaient empirer. Quelques jours plus tard, j'étais au déjeuner avec mon groupe lorsque Dylan s'est assis à notre table. Il y avait un siège vide, et il s'est juste glissé sans demander. Je soupirais dans mon souffle. On y va encore une fois. Il a commencé à parler, à provoquer la façon dont les gens lui avaient donné des regards étranges. Je ne faisais pas vraiment attention, jusqu'à ce que son ton changeait soudainement. Pourquoi agissez-vous comme des enfants et m'ignorez? Quelque chose en moi a cassé. J'en avais assez. Écoutez, aucun d'entre nous ne veut vous parler. Vous êtes ennuyeux, vous interrompez nos conversations et honnêtement, nous en sommes fatigués. Laissez-nous juste l'en faire seul. Le visage de Dylan tordait de rage. Ses yeux se sont enfermés sur les miens. Avant de pouvoir traiter ce qui se passait, il s'est précipité. Ses mains s'enroulèrent autour de mon cou. J'ai senti ses doigts se resserrer, me serrant l'air. Son visage était à quelques centimètres du mien et d'une voix basse et furieuse siffla-t-il « Qu'est-ce qui ne va pas avec votre minuscule cerveau humain ?» La cafétéria est devenue morte silencieuse. Je pouvais à peine respirer. Ma vision s'estompa alors que je haletais pour l'air. Et je pensais « C'est ça ». Puis, soudain, sa poignée se relâcha. Un groupe de gars s'était précipité, le retirant de moi et le claquant sur une table voisine. L'un d'eux grogne « Vous n'allez nulle part tant que la sécurité ne arrivera pas ici ». Mon cou palpitait de douleur alors que je trébuchais en arrière. Mes amis, Peter et Mark, ont couru, me demandant si j'allais bien. Mais j'étais trop secoué pour parler. Nous sommes allés directement au bureau du doyen. Au moment où nous sommes entrés, les yeux s'écarquillèrent. Elle n'a même pas attendu que nous expliquions. Elle m'a tendu des sacs de glasses, son visage pâle, en lui disant tout. Plus tard, la sécurité l'a confirmé avec les images. Nous avons regardé la lecture, Dylan me précipitant, les gars le retenant jusqu'à l'arrivée de la sécurité. Le dean a promis de me tenir au courant de la situation. Mais le cauchemar n'était pas terminé. Le lendemain matin, je me suis réveillé avec un email de Dylan. Et je voulais juste dire à quel point je suis vraiment désolé pour ce que j'ai fait. Je suis allé trop loin et j'ai laissé mes émotions prendre le dessus sur moi. Voulez-vous être à nouveau amis? Amis? Je me sentais malade. Les excuses se sont senties couvertes. Juste une autre tentative de reculer dans ma vie. J'ai supprimé l'email sans répondre. Quelques jours plus tard, le doyen m'a envoyé un email. Dylan avait été expulsé.
J'ai été soulagé. Enfin, c'était fini. Ou alors je pensais. La pause de Thanksgiving a roulé et je suis rentré chez moi à Chicago. J'essayais de tout mettre derrière moi pour profiter de la pêche. Il était environ 10 heures du soir quand j'ai entendu un coup doux sur ma fenêtre. Mon cœur s'est arrêté. J'avais vécu dans cette maison toute ma vie. Personne n'avait jamais frappé à ma fenêtre, surtout pas à cette heure. Un froid coulait sur ma colonne vertébrale. Mais la curiosité a eu raison de moi. J'ai marché jusqu'à la fenêtre, a levé l'ombre, et il y avait Dylan. J'ai tiré l'ombre en arrière et je suis sprinté dans le salon où mes parents étaient assis. Dylan, il est dehors. Ma mère avait l'air inquiet mais sceptique. « Tu es sûr, chérie? Peut-être que c'est juste ton imagination. » Je l'ai ramené dans ma chambre et j'ai soulevé l'ombre. Mais bien sûr, il était parti. Ma mère secoua la tête. « Tu vois, il n'y a rien là-bas. Vous avez vécu beaucoup de choses. Peut-être que c'est dans votre tête. » Je voulais la croire. J'avais besoin de la croire. Mais je ne pouvais pas secouer le sentiment que ce que j'ai vu était réel. Comment est-il arrivé à Chicago? Comment a-t-il découvert où je vivais? Que voulait-il? Je ne sais toujours pas si c'était réel, ou mon esprit me jouant des tours. Mais je suis de moins en moins enclin à croire que ce n'était que mon imagination. Histoire 2. Nick. En 2019, j'avais 21 ans et je travaillais dans un endroit appelé Coconut Car Wash dans le comté de Flagler en Floride. Je ne suis pas allé à l'université. Je ne pouvais tout simplement pas me le permettre. Et même si mon patron n'était pas le gars le plus amical, il a payé décemment. Et je m'entendais avec presque tout le monde. Tout le monde sauf un gars, Nicolas Cess. Il avait 25 ans quand il a commencé à y travailler. Au début, il semblait bien. Polite a établi un contact visuel lorsque nous avons parlé. Rien ne semblait éteint. Nous avons échangé les médias sociaux et je n'y ai pas beaucoup pensé. Mais en mars, son comportement a changé. Il a commencé à me toucher. Au début, j'ai essayé de me convaincre que c'était accidentel. Me brosser le bras en passant, tapotant mon épaule sans raison. Mais c'est arrivé trop souvent comme une coïncidence. Il s'excuserait avec ce petit sourire effrayant, mais je n'étais pas naïf. Je savais exactement ce qu'il faisait. Puis vint le DMS constant sur Instagram, en me mise en dehors encore et encore. Au début, j'ai poliment refusé, mais il ne s'arrêterait pas. Juste un rendez-vous. Allez, je ferai la peine de votre temps. J'ai commencé à me sentir dangereux. Je suis allé voir mon patron, espérant de l'aide. Au lieu de cela, il m'a regardé comme si j'étais dramatique et a dit « Vous devez gérer vos propres problèmes. » Pas d'aide, pas de support. J'étais seul. Mes collègues étaient trop occupés, mes parents étaient émotionnellement distants, et la thérapie? Hors question, je ne pouvais pas me le permettre. Et Nick, il a empiré. Ses messages sont devenus obsessionnels, presque possessifs. Je me réveillais avec des DM longs et décousus sur la façon dont nous étions censés être et comment personne d'autre ne pouvait m'aimer comme il le pouvait. Il a commencé à laisser des notes d'amour dégoûtantes dans mon casier au travail. Mais alors, le cauchemar a vraiment commencé. Une nuit après le travail, je venais de sortir de la douche, enveloppé dans un peignoir. Les nuances de la fenêtre de ma chambre étaient toujours ouvertes. Alors que je me tournais pour les fermer, j'ai gelé. À l'extérieur, sous la lueur sombre des lampadaires, Nick était assis sur son vélo, me regardait. Pendant un moment, je pensais que j'imaginais des choses, mais il était vraiment là. Et la seconde où nos yeux se sont rencontrés, il a pédalé, se déplaçant dans la rue. Comment savait-il où je vivais? Je ne lui ai jamais dit. Nous n'avons jamais traîné en dehors du travail. Je me sentais malade. J'ai attrapé mon téléphone et je l'ai bloqué sur tout, même son numéro. Ensuite, j'ai envoyé un email à mon patron, lui ai dit que j'arrêtais et j'ai expliqué pourquoi. Bien sûr, il s'en fichait. Je pensais que c'était fini. Mais ce n'était pas le cas. Le lendemain matin, je me suis réveillé avec un flot de DMS Instagram à partir d'un compte que je n'ai pas reconnu. Bien sûr, c'était Nick. Il avait fait un nouveau compte. Les messages étaient dérangeants. Des diatribes longues et incohérentes remplies de déclarations bizarres d'amour et de menaces déguisées en promesses.
Il a fait la même chose sur Snapchat. Je l'ai encore bloqué. Mais c'était avant qu'Instagram n'ait une fonctionnalité. Pour empêcher quelqu'un de créer de nouveaux comptes, il a juste continué à créer plus. Pendant 2 jours consécutifs, ça ne s'est pas arrêté. Je perdais la tête. J'avais l'impression d'être chassé. Peu importe ce que j'ai fait, je ne pouvais pas m'éloigner de lui. Et puis, il s'est intensifié. Cette nuit-là, j'ai entendu frapper à ma porte d'entrée. Mon cœur s'est arrêté. Je me dirigeais vers la porte, mon estomac en nœud. J'ai jeté un coup d'œil dans le Judas. C'était Nick. Il se tenait là, se déplaçant de pied à pied. Son visage était à moitié caché dans l'ombre. Je n'ai pas fait de bruit. J'ai prié pour penser que je n'étais pas à la maison. Même si les lumières étaient allumées. Même si ma voiture était dans l'allée. Puis il a parlé. « Je ne pars pas avant que vous n'ouvrez la porte. Nous aurons des problèmes si vous ne le faites pas. » Sa voix était calme. J'ai paniqué. J'ai attrapé mon téléphone et composé le 911. Mes mains tremblaient si mal que je pouvais à peine appuyer sur les boutons. Je suis resté en jeu avec l'opérateur, chuchotant tout ce qui se passait. Les minutes ressemblaient à des heures. Puis, finalement, flashage de la police. 3 officiers sont sortis de la voiture. J'ai regardé à travers le Judas alors qu'ils s'approchèrent de Nick. Je ne pouvais pas entendre ce qu'ils disaient. Après quelques minutes tendues, ils sont venus à ma porte. Je les ai laissés entrer et leur ai tout dit. Ils ont découvert où Nick vivait et lui a donné un avertissement. De rester à l'écart. Mais cela ne l'a pas arrêté. Le lendemain matin, il était de retour. Cette fois, une voiture de patrouille l'a repéré de faire du vélo vers ma maison et l'a arrêté. À la gare, dans la salle d'interrogatoire, Nick a avoué tout. Des choses qui ont fait ramper ma peau. Il a admis qu'il me regardait depuis des mois. Qu'il avait été à l'extérieur de ma maison plusieurs fois. Qu'il avait collecté des photos de moi sur mes réseaux sociaux. Qu'il avait essayé de comprendre ma routine. Je voulais juste être proche d'elle, il a dit. J'avais l'impression que mon monde s'effondrait. Pourquoi? Pourquoi pensait-il qu'après tout, je voudrais quelque chose à faire avec lui? Il était malade. Nick a été accusé de cambriolage criminel d'un logement et d'un délit de délit. Il risque jusqu'à 15 ans de prison et 11 000 $ d'amende. Mais même la prison ne me donne pas la paix. Parce qu'un jour, il sortira. Et quand ce jour vient, je ne peux pas m'empêcher de me demander « Va-t-il me chercher à nouveau ?» Histoire 3, Paul. Il y a des années, j'ai travaillé dans un établissement qui a fourni une vie assistée et des soins palliatifs pour les personnes handicapées en raison du VIH ou du sida. Il y avait trop d'histoires à compter au fil des ans, mais celle qui m'a le plus collé, sans aucun doute la plus puissante, était un résident nommé Paul et un autre soignant nommé Bert. Paul était dans la soixantaine et était avec nous depuis des années. Il faisait partie de ces personnes qui se sont rapprochées de plusieurs fois, seulement pour rebondir encore et encore. Sa santé était toujours pauvre, mais il continuait d'une manière ou d'une autre, en définissant les chances. Finalement, cependant, Paul était prêt à partir. Il ne le précipitait pas, mais il avait atteint cet état de paix que les gens trouvent souvent quand ils ont fait la paix avec la faim. Un jour, il discutait avec Bert, moi-même, et quelques autres sur l'au-delà. Bert, que Paul aimait, particulièrement parmi le personnel, a dit à moitié en plaisantant « Et quand ton temps vient, s'il y a une vie après la mort, arrêtez-vous et prouvez-le à moi, d'accord ?» Paul a ri et a promis qu'il ferait de son mieux. Ils l'ont à nouveau évoqué plusieurs fois après, toujours légèrement, avec un peu d'humour sombre. « Paul, si tu meurs ce week-end, n'oubliez pas de dire bonjour. Eh bien, si vous ne m'apportez pas ces cookies que j'aime, je suis peut-être celui qui vous a rendu visite en... » Premier. Ce genre de plaisanterie ludique et honnête. Ensuite, c'est arrivé. Paul est décédé paisiblement tard dans la nuit. Il a été retrouvé par un soignant à 6 heures du matin lorsqu'ils ont apporté ses médicaments. Quand Bert est entré au travail ce matin-là, peut-être 5 minutes après moi, il n'a même pas enlevé son manteau avant de demander « Paul est mort hier soir, n'est-ce pas? Environ 2 heures du matin ?» Permettez-moi d'être clair, Bert était l'une des personnes les plus ancrées, sincères et logiques que j'ai jamais connues. Il se considérait également comme un athée, plus ou moins. Il m'a dit qu'il s'était réveillé soudainement à cause d'un sommeil mort à 2 heures du matin. Et au-dessus de lui,
il y avait un orbe vert, flottant. Il a été instantanément rempli d'un sentiment écrasant de paix, de joie et de chaleur, quelque chose qu'il n'avait jamais ressenti auparavant. Et d'une manière ou d'une autre, il savait juste que c'était Paul. Il a dit qu'il avait tranquillement remercié Paul pour tout et a dit au revoir. Puis il s'est rendu comme endormi, sans effort, sans même essayer. Quand il s'est réveillé, il se demanda brièvement si cela aurait pu être un rêve. Mais c'était incroyablement réel qu'il savait que ce n'était pas le cas. Cette expérience a changé Bert. Il avait toujours été un homme bon, durable, responsable, empathique, mais quelque chose en lui s'approfondissait. Il est devenu encore plus compatissant, plus doux et, pour la première fois de sa vie, spirituellement ouvert. Il n'a jamais douté de ce qu'il a vécu, et le reste d'entre nous non plus. Même si je n'avais pas pleinement fait confiance à l'intégrité de Bert, ce que j'ai fait, il n'y avait tout simplement aucune autre explication logique. Je remets toujours en question la vie. Je réfléchis toujours à la nature de la réalité et à ce qui vient après. Mais depuis ce jour, je n'ai jamais douté qu'une sorte de vie après la mort existe. Histoire 4. Max. La preuve la plus forte que je puisse offrir pour l'existence de l'au-delà vient de quelque chose que notre fille Abigail a dit alors qu'elle n'avait que 3 ou 4 ans. Un jour, complètement à l'improviste, elle nous a levé les yeux et a demandé « Pouvez-vous acheter des jouets pour Max ?» Nous sommes presque tombés sous le choc. Abigail n'avait aucun moyen de le savoir, mais elle était le jumeau survivant d'une grossesse qui s'est terminée par une fausse couche. Elle était née, son jumeau. Non identique ne l'avait pas fait. Et la partie la plus troublante, le nom que nous avions choisi pour son jumeau avait la grossesse à terme, était Max. Nous n'avions jamais dit à personne. Pas des amis, pas une famille élargie, et certainement pas nos enfants. Ce n'était pas quelque chose que nous pensions qu'un jeune enfant devait savoir, quelque chose de trop complexe et douloureux à comprendre. Mais elle était là, complètement non formulée, nous demandant d'acheter des jouets pour le frère, qui, elle n'a jamais été dit, existait. Essayant de comprendre ce que nous entendons, nous avons demandé doucement « Quel âge a Max ? Quand est son anniversaire ?» Abigail fronça les sourcils, presque frustrée, comme elle ne pouvait pas croire que nous ne le savions pas déjà. « Il a le même âge que moi, a-t-elle dit, avec une certitude totale. Son anniversaire est le même jour que le mien. » Ce moment a tout changé pour nous. Nous avions déjà eu ces soupçons étranges et tranquilles. Il y a des fois où nous entendions Abigail rire et parler dans sa pépinière, organisant des théières avec des invisibles. Elle était le seul enfant à la maison pendant la journée. Ses frères et sœurs plus âgés étaient toujours à l'école. Avec le recul, nous sommes certains qu'elle jouait avec son frère jumeau. Nous l'avons emmenée au magasin et l'avons laissé choisir des jouets pour Max. Elle a choisi un train en bois et quelques autres petites choses. Ces jouets sont désormais soigneusement emballés. Les rappels ont examiné une expérience qui a pour toujours remodelé notre compréhension du monde des esprits. Au cours des prochaines années, les heures de jeu ont continué. Abigail bavarderait, gloussait et jouait comme si quelqu'un d'autre était là à côté d'elle, quelque chose qu'elle pouvait voir. Et puis, un jour, ça s'est arrêté. Pas de larmes, pas de confusion, juste une acceptation calme, comme si Max lui avait doucement dit qu'il était temps pour lui de partir. Aujourd'hui, Abigail a 12 ans, doux, gentil et plein de vie. Et je n'ai aucun doute que son jumeau Max est toujours avec elle, veillant sur elle. Et une chose que je crois de tout mon cœur, c'est que lorsque notre temps dans ce monde prend fin, Max sera là, à attendre pour nous, ses parents, ses frères et sœurs, sa famille, jusque-là. Repose en paix, ma chérie. Histoire 5. Un message de mon père. Cela m'est arrivé dans les années 1980, plusieurs mois après le décès de mon père. À l'époque, j'étais un officier armé de la police métropolitaine, stationné lors d'un événement près du bâtiment de la BBC à Portland Place, Babu 1. Je me tenais sur la garde, scannant la foule, lorsqu'une femme âgée s'est approchée de moi, poussant un chariot de magasinage derrière elle. Elle s'arrêta directement devant moi, leva les yeux et demanda « Votre nom est-il Roger ?» Maintenant, Roger était un surnom de famille, quelque chose que seul mon père m'appelait. Mais je n'ai pas du tout reconnu cette femme. Mon cœur
sauter un battement. « Désolé, répondis-je. Est-ce que je te connais ?» Elle m'a regardé avec un regard étrange et connaissant et a dit « Vous allez penser que je suis fou, mais je suis un médium et j'ai un message de votre père. » À ce moment-là, j'ai été complètement jeté. Traitant toujours ce qu'elle venait de dire, mon scepticisme naturel s'est lancé. Mais elle n'avait pas fini. Elle a continué. « Je faisais juste du shopping en C&A sur Oxford Street lorsque votre père est venu me voir. Il m'a demandé de transmettre un message aux policiers debout près de la BBC. Un frisson monte la colonne vertébrale. Je n'ai rien dit. Je viens d'écouter. Puis, elle a commencé à le décrire. Votre père est un grand homme, épaules très larges, construit comme un lutteur, cheveux gris courts, nez romain. Il ressemble à Burt Lancaster des films. Sa description était si précise, si étrangement précise, que je sentais que l'air autour de moi grandirait. C'était exactement à quoi ressemblait mon père. Comme si elle l'avait vu debout là. La femme s'arrêta un instant, comme s'il rassemblait ses pensées, avant de continuer. « Il veut que vous sachiez qu'il n'a pas de douleur. Il a beaucoup souffert de cancer avant de passer. Il est avec sa maman et son père maintenant, et ses chiens. Il est très heureux. Il veut que vous preniez soin de votre maman. Et il vous aime beaucoup. » J'ai été stupéfait. Je n'avais parlé à personne, pas une âme, tout au long des difficultés de mon père avec le cancer. Pourtant, cette femme savait tout. Il n'y avait aucun moyen qu'elle puisse savoir à quoi ressemblait, ou à quel point il avait souffert. Des larmes ont jailli dans mes yeux, mais je les ai retenues. Ma voix était épaisse quand j'ai finalement réussi à dire « merci ». Je ne savais pas quoi dire d'autre. Mon cœur battait dans ma poitrine. Avant de partir, je me suis assuré qu'elle avait une balade confortable dans sa maison de l'East End. Je l'ai envoyée dans le confort d'un taxi noir, avec mes plus profonds merci et mon amour. Je n'oublierai jamais ce moment, ni le sens étrange et réconfortant de la paix que cela m'a donné. C'était comme un signe que mon père avait trouvé un moyen de tendre la main de l'autre côté, pour me faire savoir qu'il allait bien et qu'il veillait toujours sur moi.